Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, le long chemin de la reconstruction, c'est le témoignage d'une famille de victimes des attentats de Paris. Elle sera au Bataclan tout à l'heure, 2 ans après la tragédie. Les autres titres. Beaucoup de réactions après l'acquittement d'un homme accusé du viol d'une fillette de 11 ans. Certains réclament aujourd'hui un âge minimum de consentement à un acte sexuel. Explications et réticences dans ce journal. Également dans l'actualité, la hausse du prix du paquet de cigarettes, plus 30 centimes au moins depuis ce matin, efficace ou pas. La réforme du baccalauréat, début d'une grande consultation aujourd'hui. Nous irons prendre exemple chez nos voisins allemands. Et puis c'est la semaine européenne de l'emploi pour les handicapés. Nous le verrons, la France est très en retard. 2 ans après le 13 novembre, les appels à la haine semblent toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Comment mieux surveiller et punir les racistes et les terroristes? Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, sera notre invité à 8h15. Il s'appelait Gilles, il avait 32 ans, il était fleuriste et passionné de musique. Gilles est mort le 13 novembre 2015 au Bataclan. À l'époque, ses parents vont mettre plus de 48 heures avant de retrouver son nom parmi les 130 victimes des attentats de Paris. Ce jour-là, écoutez, Sébastien Guyot est à leur côté lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Sa maman tenait encore cette photo, ce selfie dans ses mains tout à l'heure avant d'apprendre la terrible nouvelle. Ils ont fait un petit selfie de lui avec son ami pour montrer qu'ils étaient heureux de voir leur groupe préféré. C'est dur de le voir et pas pouvoir le toucher, de pas l'entendre. Pendant près de 3 jours, ses proches ont vécu dans une attente insoutenable. Sa compagne qui ne souhaite pas s'exprimer mais qui me l'a dit, son message aussi bien à elle-même qu'aux proches et aux terroristes, il faut rester fort. Restez fort et 2 ans plus tard, Sébastien Guyot, vous avez voulu prendre des nouvelles de cette famille et il lui faudra du courage tout à l'heure pour être à Paris, au Bataclan. Oui, car malgré la colère et la souffrance, il y a ce besoin de recueillement devant le Bataclan notamment, un lieu maudit qui aurait dû devenir un mémorial selon la sœur de Gilles, et non une salle de concert qui accueillait il y a encore quelques jours le groupe Trust, insupportable pour Alexandra. Merci d'être là pour la symbolique que ça représente, car nous sommes debout. Ouais, eux ils sont debout mais pas Gilles. Gilles était couché et il n'en est pas sorti vivant, donc ça reste un endroit pour nous qui est sa dernière demeure et ça reste un endroit triste et donc il m'est inconcevable de penser qu'on puisse y participer avec de la joie. Car Alexandra, comme sa maman Nelly d'ailleurs, ont encore en tête ce selfie pris par Gilles avec sa petite amie juste avant le concert. La barbe soigneusement entretenue, les yeux pétillants et le sourire malicieux. On est tous les jours dans la douleur, du matin jusqu'au soir, même la nuit. Ça nous réveille, c'est impossible pour l'instant. Une douleur inextinguible accentuée par la fermeture du magasin de fleurs de Saint-Leu-la-Forêt où elle travaillait avec son mari et leur fils Gilles. L'impression d'une deuxième mort. Ça a duré 6 mois et au bout de 6 mois, je pouvais plus. C'était trop difficile, quoi. Pleurer tous les jours dans la réserve, pleurer devant les clients. Je pouvais même plus les regarder. Donc j'étais obligée d'arrêter. C'était la dépression qui arrivait à grands pas. Aujourd'hui, Nelly vit toujours en région parisienne avec son mari. Leur fille, Alexandra, est en Bretagne. Elle les aide comme elle peut et c'est à travers la musique si chère à Gilles qu'elle tente de se reconstruire. Coldplay est l'un des premiers groupes qu'elle est retournée voir en concert, non sans appréhension d'ailleurs. Alors c'est pas facile, chaque fois que je vais dans un concert je pleure parce que voilà, il me manque et voilà, ça me fait penser à lui tout de suite. Mais par contre je les vis pour 2 aujourd'hui. Car pour Alexandra, il faut continuer à vivre malgré tout. 2 ans après, résonnent plus que jamais les mots prononcés par ses psychologues au lendemain de l'attentat. Ils nous ont dit, vous verrez, c'est difficile aujourd'hui. Mais quand vous aurez fait votre chemin, vous deviendrez des êtres extraordinaires. C'est-à-dire qu'on n'est plus ordinaire. Quand elle m'a dit ça ce jour-là, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et aujourd'hui, je m'aperçois effectivement qu'on n'est plus comme les autres. Des victimes indirectes qui se sentent délaissées par les pouvoirs publics, démarches administratives sans fin, suppression de la secrétaire d'État à l'aide aux victimes sous l'ère Macron. Alexandra ne manquera pas d'ailleurs de le dire au chef de l'État si elle peut l'interpeller tout à l'heure devant le Bataclan. Merci Sébastien Guyot. Et dans moins d'1 heure maintenant, Emmanuel Macron se recueillera au Stade de France, puis il se rendra devant les restaurants du Carillon, du Petit Cambodge ou encore de la Belle Équipe avant de s'arrêter devant le Bataclan, partout où sont tombées les victimes des attentats de Paris. 130 morts et plus de 150 blessés. Europe 1, il est 8h04. La polémique, on vous en parlait à 7h30, la polémique après l'acquittement d'un homme accusé du viol d'une fillette de 11 ans. Oui, verdict devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, le parquet a fait appel et cette affaire relance le débat sur l'inscription dans la loi d'un âge minimum de consentement à un acte sexuel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Un âge qui pourrait s'établir entre 13 et 15 ans, estime la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Mais réticence, on va le voir, des magistrats sur un sujet éminemment sensible. Les explications d'Alain Acco.
Au syndicat de la magistrature, c'est une position de principe. On est contre l'idée d'instaurer un seuil en dessous duquel toute relation sexuelle entre un mineur et un majeur serait mécaniquement considérée comme un viol. Cela reviendrait, dit-on, à enlever toute marge d'appréciation aux magistrats, comme si tous les enfants, pré-ados et ados, avaient la même maturité intellectuelle et affective, comme s'il ne fallait pas tenir compte de leur personnalité et du contexte. Exemple mis en avant, celui d'une fille de 14 ans et 10 mois qui entretiendrait une relation amoureuse avec un garçon de tout juste 18 ans. Une plainte des parents et le garçon serait renvoyé devant les assises pour viol, crime passible de 20 ans de réclusion. Pour les juristes opposés au projet du gouvernement, la loi actuelle est suffisante car elle prévoit déjà une protection particulière pour les mineurs. Pas besoin de violence ou de menaces, il y a viol quand il y a contrainte physique ou morale. Et depuis 2010, cette contrainte morale peut résulter de la différence d'âge. Encore faut-il prouver que l'auteur des faits connaissait l'âge de sa victime et qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. Ce n'est pas toujours évident et c'est pour cela que certains veulent changer la loi et inverser la charge de la preuve. Alain Acco, les plaintes pour violences sexuelles, elles ont connu une hausse exceptionnelle au mois d'octobre, plus 30% dans les gendarmeries. On l'apprend ce matin. Les enquêteurs font le lien, bien sûr, avec la libération de la parole des victimes ces dernières semaines. Plus 30 centimes en moyenne, nouvelle hausse du prix du paquet de cigarettes à partir de ce matin. Et toujours l'objectif des 10 € à l'horizon 2020, mais manifestement pas de quoi dissuader la plupart des fumeurs qui ont pris leurs précautions ce week-end. Exemple dans ce bureau de tabac à Paris. 30 centimes x 10, c'est pas une petite économie. D'aller provisionner en tout cas ça avant que ça passe, ouais, c'est un budget qu'on se prévoit, quoi. Je vais vous prendre une cartouche de Marlboro Light, s'il vous plaît. Avant l'augmentation. Voilà. Là, ça passe à 30 centimes, mais après, début janvier, ça passe à 1 €. Hein. Ça devient un luxe. Hein. C'est énorme quand on fume à peu près un paquet tous les 2 jours. Avec mon tout petit budget de fin d'étudiante, début de vie active, ça fait cher, ouais. Un propos recueilli par Théophile Cossa. Une vive inquiétude ce matin chez les policiers et les gendarmes frappés par une nouvelle vague de suicides. 8 décès en l'espace d'une semaine, dont l'ancien chef de la division de lutte contre le hooliganisme, le commissaire Antoine Boutonnet. Il a mis fin à ses jours avec son arme de service. Un total de 62 suicides en 2017. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, promet de renforcer les dispositifs de prévention. Cette révolution à venir dans l'éducation nationale avec une réforme totale du baccalauréat. Début d'une grande consultation aujourd'hui pour en finir avec le bachotage et redonner du sens à cet examen. C'est ce que dit le ministre Jean-Michel Blanquer à nos confrères du Parisien. Le ministère regarde aussi ce que font nos voisins européens et notamment l'Allemagne où le lien est très fort, on va le voir, avec le monde de l'entreprise. Hélène Kohl. Toutes filières confondues, on ne compte que 40% de bacheliers en Allemagne, un chiffre en forte progression. Il y a 40 ans, seuls 10% des Allemands avaient leur Abitur. Car celui-ci est fait avant tout pour les lycéens qui se destinent aux études longues, voire à une carrière universitaire. Les autres bons élèves n'ont en théorie pas besoin de ce diplôme élitiste pour commencer leurs études. Dès leurs 17 ou 18 ans, ils sont orientés vers des filières de formation duale, c'est-à-dire qu'elles combinent une partie théorique et une partie en entreprise pour un apprentissage pratique. C'est le cas quand on veut faire par exemple du commerce, un métier dans l'immobilier, la banque ou encore de la communication. Ces formations rémunérées ont longtemps été plus prisées que le bac. Pour les parents, c'est la garantie que leur enfant connaisse un métier avant éventuellement de rejoindre l'université pour compléter son cursus. C'était aussi traditionnellement le modèle de l'industrie, même si depuis une vingtaine d'années, l'Allemagne développe les hautes écoles sur le modèle des écoles d'ingénieurs françaises. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. C'est l'une des informations de la nuit. Un violent tremblement de terre en Iran et en Irak. Au moins 213 morts, plus de 1700 blessés. Dernier bilan qui ne cesse de s'alourdir. 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec le début de la semaine européenne de l'emploi des handicapés. Un sujet très sensible en France notamment. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Nous avons beau avoir une loi en France avec des objectifs chiffrés. C'est une catastrophe. Oui, on est très loin des objectifs. Un seul chiffre le montre. Le taux de chômage des handicapés, il atteint 18% en France, quasiment le double de la moyenne nationale. C'est un vrai scandale, d'autant plus que depuis plus de 20 ans, vous l'avez dit, une loi impose aux entreprises et à l'administration d'employer au moins 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Or, le résultat est très en dessous, un peu plus de 5% dans le public, à peine 3,3% dans le privé. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer une amende plutôt
plutôt que de respecter un quota. Donc on a compris, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui ? Alors ce qu'il faut d'abord changer, c'est la philosophie. Arrêter de considérer les handicapés comme des citoyens à part, faire comme d'autres pays européens où, loin d'être ghettoisés, ils ont un accès égal à celui des autres citoyens, aussi bien à l'école qu'à l'entreprise. Et puis, sur un plan plus pratique, il faut en effet changer de politique, en finir avec ce système d'amende et lui substituer un système de cotisation que paierait chaque entreprise, plus ou moins forte selon le nombre d'handicapés qu'elle emploie. C'est ce que propose le Conseil national du handicap. Ce serait déjà un premier pas. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. On vous en parle beaucoup ces derniers jours en raison du bras de fer avec la mairie de Paris notamment. Les forains sont en colère et cela ne se limite pas à la capitale, on va le voir tout de suite. Certaines municipalités les déplacent toujours un peu plus loin. Exemple à Rouen, c'est un reportage de Jean-Jacques Herry. Entre l'ancien et le nouveau site de la foire, 2 km seulement. Pourtant, cet éloignement du centre-ville avait suffi il y a 2 ans pour attiser la colère foraine. Peur d'une baisse du nombre de visiteurs, peur de gagner moins d'argent. 2 foires plus tard, dans son stand de tir, Yvan Gillot a la désagréable impression qu'on évince toute une profession. On est mal barré. Une municipalité qui vous change d'emplacement, on a toujours peur de faire moins. Notre clientèle, elle est perdue. Cette année, j'ai peut-être fait 25% en moins. Moi, j'ai 60 ans, mais je parle beaucoup pour les jeunes derrière, qui vont avoir du mal à la fin du mois à payer leur crédit, leurs charges et tout. Au milieu des odeurs de gaufres et de croustillons, Hector dit effectivement souffrir. À 30 ans, le jeune entrepreneur désigne avec fierté la salle de son restaurant itinérant. Il raconte ses difficultés de forain à se faire financer. C'est une cuisine, c'est le camion pour le tracter, la semi de chargement pour mettre les tables, les chaises et tout ça. C'est vrai que les banques ont vraiment du mal à prêter parce qu'une foire peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'a pas de garantie vraiment à donner. Les artisans forains espèrent que la foire Saint-Romain finira par retrouver les mêmes chiffres de fréquentation sans trop d'illusions. À 3 € la partie de tir à la carabine, je n'arrive plus à gagner ma croûte, lâche José. J'aimais mon métier, je ne l'aime plus. Jean-Jacques Herry, et du football ce soir, l'Italie joue sa qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Match retour contre la Suède. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal sur Europe 1.